Bonjour, merci de suivre ma série de vidéos sur l'immobilier de villégiature dans la région de Tremblant. Aujourd'hui, je veux vous parler des facteurs qui entourent l'évaluation marchande d'une terre forestière. Plusieurs acheteurs actuellement, compte tenu de la pénurie des chalets disponibles sur le marché, vont se tourner vers l'acquisition d'une terre forestière dans le but d'y construire un chalet. Alors, c'est une démarche singulière, c'est particulier d'acheter une terre et d'en connaître la valeur marchande. Ce n'est pas une chose facile. Ça prend l'expert qui peut vous appuyer dans cette démarche. L'expert, moi par exemple, je suis un courtier immobilier, je suis capable de vous accompagner dans cette démarche-là. Vous pouvez aussi le faire avec un évaluateur agréé qui travaille en campagne particulièrement et qui pourra aussi vous assister en cette matière. Mais compte tenu que je suis impliqué dans le marché de la revente, je connais les conditions actuelles du marché, je connais aussi la disponibilité et la possibilité de pouvoir acquérir quelque chose qui va avoir de la valeur à la revente. Il me fera plaisir de vous accompagner dans cette démarche-là et je le recommande fortement. Parce que ce n'est pas évident de mettre un bon prix ou d'acheter à un prix qui va nous permettre de réaliser une plus-value par la suite. Alors, dans quelques instants, nous allons reviser quelques exemples de terres forestières et déterminer les critères qui devront être tenus compte lors de l'évaluation de cette valeur marchande-là. Dans quelques secondes, à bientôt. Merci. Bonjour, mon nom est Martin Bellemare de Via Capital, dans la grande région de Mont-Tremblant. Et je veux vous entretenir dans les prochaines minutes de l'évaluation d'une terre forestière dans le but d'y construire un chalet. Évidemment, la première étape que nous allons vouloir vérifier avant de débuter une évaluation, c'est de vérifier le zonage pour s'assurer que le zonage permet la construction d'une propriété. Donc, il s'agit d'un zonage blanc. Évidemment, si on a une grande terre forestière avec un zonage agricole, il faut bien réaliser qu'il sera à peu près impossible de faire changer ce zonage-là pour en faire une construction. Donc, première étape importante à faire. Par la suite, il va s'agir de trouver les transactions immobilières de grandes terres forestières dans un passé récent, idéalement 6 mois, puisque les valeurs de revente évolue rapidement ces temps-ci, mais on peut aller jusqu'à 12 mois dans le passé. Et on cherche à avoir des terres forestières, des grandes terres forestières qui ont des superficies légèrement comparables. Je m'explique. Évidemment, si on a une terre de 100 acres, on ne voudra pas prendre un comparable d'un terrain forestier d'un acre ou 2 ou 3. On met trop de variables en jeu. On ne compare pas la même chose. Mais si on trouve des terres forestières équivalentes dans le secteur qu'on étudie, de l'ordre de 50, 60 acres et qu'on a une terre à évaluer de 100 acres, oui, on peut le prendre comme comparable. Il s'agira d'apporter des ajustements par la suite pour convenir à la superficie que nous étudions. On veut regarder idéalement dans le même secteur immédiat, ce serait l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible, c'est rarement possible, mais ça peut être dans un rayon qui est quand même dans la région de Mont-Tremblant. Et il faut essayer de trouver une terre forestière d'un couvert forestier comparable, idéalement. Si on a un peuplement forestier homogène d'une érablière, par exemple, ça serait le fun, ça serait idéal de trouver une transaction récente d'une grande érablière dans la région. Mais la réalité des choses, c'est très rare qu'on trouve ça. Il faut donc travailler avec ce qui nous s'offre à nous. Et par la suite, on essaie de trouver les comparables qui ont le moins de variables possible à notre terre. Et par la suite, bien, on fait le travail, on apporte des ajustements basés sur des réels vendus. Alors, la deuxième étape, évidemment, je vais vous donner des exemples précis sur lesquels, donc, on va comprendre un peu mieux.
Ici, on peut regarder, il s'agit d'un peuplement forestier homogène. On voit ici, à l'intérieur de l'encadré rouge, on a une érablière ici, à bouleau jaune, puisque c'est composé de ces essences majoritaires. C'est une forêt mature. On voit ici qu'il y a un petit chalet à l'intérieur de cette terre forestière-là qui méritera une rénovation. Elle a une superficie de 80 acres et on se trouve à environ 15 minutes de Mont-Tremblant. Sur ce morceau de terre-là, il y avait deux zones différentes de zonage qui s'appliquaient. Et il y avait un zonage de conservation. Il y avait aussi un zonage, si on peut dire, qui permettait la villégiature. Il y avait aussi comme type de superficie, la tiers était faite en pente forte. Le tiers de la superficie était aussi fait en surface plane, répartie un peu à différents endroits sur la Terre. Et le reste était constitué de marais ou de zones humides, si on veut. Et aussi, on avait un aspect rocheux aussi qui était impliqué un peu plus loin sur la Terre. Alors, est-ce qu'on avait un chemin? On avait un chemin public. On voit ici à droite un petit bout de chemin. On avait un accès direct au chemin public. Et donc, ça, c'était des éléments importants à considérer pour choisir un comparable. Est-ce qu'on pouvait trouver quelque chose dans la région, à proximité, qui pouvait se comparer ou être proche, s'approcher de ce type de lot forestier-là qu'on avait évalué? Un deuxième exemple, ici, on avait deux terres, c'est-à-dire deux terres, une d'à peu près 54 acres, une autre d'à peu près 45 acres, qui constituaient, et ils étaient voisins un à côté de l'autre, et les deux étaient en vente, ça faisait partie de la même famille. Les deux combinaient environ 100 acres. On se situait à 2 heures de Montréal, à 45 minutes de Tremblant. Particularité intéressante, il y avait une bordure de lac à environ 1600 pieds de rivage au lac, qui amenait une dimension intéressante pour la revente. On sait que les bords de l'eau sont très recherchés, alors évidemment, c'est une caractéristique très importante dans l'évaluation. Il y avait aussi un chemin qui connectait directement au chemin public. C'était un chemin privé de chalet qui passait sur différents lots voisins. Il n'y avait pas de servitude officielle, mais on voyait bien qu'il y avait une servitude apparente et qui ne se rendait pas au lot. Donc, il fallait quand même... il y avait un bout de chemin qui avait été fait pour se rendre à la plage, mais par la suite, si on voulait aller faire une construction, il fallait considérer de poursuivre la construction d'un chemin. Et souvent, ce genre de chemin-là requiert des normes de construction plus élevées parce que la municipalité exige que les chemins aient une capacité portant, une qualité de construction permettant aux véhicules d'urgence de se rendre aux constructions. On avait aussi un couvert forestier qui n'était pas uniforme. On avait quand même 3 types de végétation. Il y avait quand même une belle érablière à environ le quart de la superficie. Il y avait des résinus, sapins, épinettes sur peut-être le tiers. Le reste était en marécage avec de l'eau libre, donc c'était un marécage d'importance. Suite à ça, donc, il fallait essayer de trouver des transactions immobilières de terres forestières avec lesquelles on pouvait se rapprocher des différentes strates de végétation et de caractéristiques de terrain qu'on vient de vous expliquer. Ce qui est trouvable, c'est facile. Comme on dit, on prend les comparables qui s'offrent à nous et on travaille avec les ajustements pour nous permettre de calculer un prix de revente à l'acre par type de surface qui se ressemble. Et par la suite, on peut faire un amalgame et arriver à un coût de l'acre moyen qui nous permet de faire l'évaluation d'un prix de vente ou d'un prix d'achat qui reflète les conditions du marché actuel. Donc, finalement, il faut considérer plusieurs points. Vous avez pu le constater durant les 2 derniers exemples que je viens de vous donner.
un bord de l'eau, très important, qui amène une grande valeur à la propriété. Il faut toujours quand même s'intéresser sur la qualité du lac. Y a-t-il la présence de plantes aquatiques, exemple la Myriophylle api, qui a une incidence importante à long terme sur la santé du lac et sur la valeur des propriétés environnantes, évidemment. Un incontournable, c'est les points de vérification à faire avec l'urbanisme, les règlements d'urbanisme, les usages permis, est-ce que le lotissement est permis, les normes de chemin à construire, les marges de recul, quel type de coefficient de couverture forestière qu'il faut conserver, et encore d'autres informations importantes à aller chercher. La caractéristique des sols, y a-t-il des pentes? Y a-t-il une bonne capacité portante? Est-ce que le drainage est bon pour la construction? À quel endroit on peut faire ça? Y a-t-il la présence d'ocre ferreux, par exemple? Et y a-t-il de la présence, est-ce que des travaux d'arpentage ont été faits? Y a-t-il des documents techniques qui nous permettent d'avoir une superficie plus précise? Souvent, les grands lots ou les grandes terres forestières n'ont pas fait l'objet d'arpentage ou d'obtention de superficie appropriée. Donc, il y a d'autres éléments, à d'autres endroits qu'on peut trouver cette information-là, mais évidemment, si on a des certificats techniques, ça aide grandement à la précision et aussi à la mise en vente parce qu'on doit quand même garantir à l'acquéreur une superficie que le lot contient. Est-ce que le couvert forestier est de qualité? Est-ce qu'on a affaire à une forêt d'arbres matures ou bien une forêt en régénérescence? Quelles sont les essences? Y a-t-il eu de l'épidémie? Est-ce que on a été victime de chablis? Est-ce que les services sanitaires sont à proximité? Est-ce qu'il y a de la disponibilité d'eau potable? Eh bien, bien entendu, la localisation du terrain, de la terre forestière par rapport aux centres principaux, au réseau de villégiature et tout ça, ça a une incidence importante sur la valeur future de la propriété. Parce qu'on sait que l'endroit, la première étape pour s'établir à quelque part, c'est de trouver une localisation qui va faire en sorte que la plus-value va être plus importante dans le futur ou moins importante. C'est un concept que tout le monde connaît, localisation, localisation, localisation. Donc, il faut en tenir compte dans notre évaluation également. Alors, plusieurs autres facteurs, plusieurs autres points de vérification sont nécessaires avant de faire une mise en marché ou un achat. Et évidemment, je me rends disponible à vous pour vous aider à obtenir ces évaluations-là. Si vous avez l'intention de vendre, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera plaisir de vous aider et vous assister en la matière. En vous remerciant, et je retourne la parole pour la fin de la présentation. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié notre court présentation qui vous donne quand même une bonne idée de ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut vérifier, valider avant de déposer une offre d'achat ou avant de mettre sur le marché avec un contrat de courtage. Il me fera plaisir de vous accompagner dans cette démarche et sur ce, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne recherche, une bonne démarche dans vos recherches ultérieures. Merci et à la prochaine. Au revoir.